Et bienvenue à toutes et à tous, bienvenue au rendez-nous. Bonsoir. Let's go. Bonsoir 19h tous les vendredis, toujours à l'heure. On y est. On est là. On est au rendez-vous à 19h. Comment ça va, Mulch? Écoute, je sors d'un débat de littéralement 3 heures avec un YouTuber influenceur politique, habituellement classé à l'extrême droite. Mais j'ai eu la discussion la plus surprenante, c'est-à-dire je m'attendais à ce qu'ils défendent genre être contre l'immigration, des politiques économiques favorables aux riches, enfin des trucs vraiment contre lesquels j'ai l'habitude de débattre, etc. En fait, il a concédé énormément de choses et parce qu'en fait, il était allé voir tout mon contenu. La discussion a été plutôt constructive. Après, les actes avant les paroles quand même, hein. Bien sûr. Mais je veux dire, pour l'instant, bon, on verra comment ça se passe dans la suite. Enfin, même si on a eu plein de points de désaccord. Hein. Après, le gros sujet de cette semaine. Vas-y. Gros sujet de cette semaine, les gens. Le sujet de cette semaine, et on vous en parlait la semaine dernière, c'est la sortie officielle de la bêta. Attention, c'est la bêta. Donc là, on est entre nous. On est sur le rendez-vous. Donc je vous partage la bêta du jeu Fallacy Quiz. Let's go. Le jeu que j'ai créé. Alors, Fallacy Quiz. Il nous a pondu une œuvre. Pour les gens qui nous suivent en direct, le lien est directement disponible dans le chat. Pour les autres, il sera dans la description du podcast. C'est teamkrief.itch.io/fallacy-quiz. Vous pouvez dès à présent l'acheter. Oui. Sur PC, alors il est sur Mac, il est disponible sur Mac, Linux, Windows. Il est à 5€, donc n'hésitez pas. Parle-nous un petit peu du coup du concept. Ouais, du concept en lui-même. Alors, ok, donc moi, j'ai eu un arc tout au début de cette année. J'ai eu une phase où je me suis dit, à chaque fois, on nous parle des biais cognitifs, à chaque fois, on nous parle des rhétoriques fallacieuses, et on nous donne des énormes cartes. Donc, il y a ce qu'on appelle le codex des biais cognitifs, par exemple, ou alors la liste de tous les raisonnements fallacieux. Et à chaque fois que j'ai vu ces trucs-là, je dis, oh, c'est une super ressource, puisqu'il y a tous les raisonnements fallacieux, il y a tous les biais cognitifs, c'est trop cool. J'ai clic droit, sauvé le point JPEG, et je n'ai plus jamais regardé cette image de ma vie. Je sais pas si ça t'a fait pareil personnellement. Ouais, je pense que j'ai dû faire littéralement. J'ai mis en favori le lien, j'ai dit, ah, super, toutes les rhétoriques fallacieuses, c'est cool d'avoir ce lien. Et au début de l'année, je me suis dit, non, là, j'ai envie vraiment de savoir, peut-être parce que le fait de connaître ces biais, le fait de connaître les rhétoriques fallacieuses, ça aide à discerner mieux, à avoir des raisonnements plus lucide, plus logique. Carrément. À ne pas se faire avoir, surtout par d'autres personnes qui essayent de vous avoir en vous faisant croire des trucs qui sont juste faux, en subtilement exploitant vos biais et en faisant passer des trucs qui, non, en fait, sont pas vrais. Comme l'appel à la flatterie, ce genre de choses. Bon. Et du coup, ce qui mais se passe... tu sais que je savais... Okay, non, je continue. Du coup, moi, j'ai décidé de tout lire. J'ai passé 2 jours entiers sans rigoler, hein. J'ai lu vraiment tous les biais cognitifs et les raisonnements fallacieux non-stop. Je me suis dit, allez, et en essayant de vraiment les comprendre, en regardant des exemples. Et je me suis dit que comment je peux faire pour essayer de diffuser ça, parce qu'en fait, je crois que c'est un des trucs les plus importants. Souvent, on parle de lutte politique, de militantisme. Ouais. Et j'ai l'impression que le seul fait que les gens peuvent facilement ne pas voir les biais cognitifs ou les raisonnements fallacieux qui leur arrivent, quoi. Soit dans les développements, les raisonnements qu'ils ont eux, soit dans ceux d'autrui, et ben ça fait que on peut pas vraiment avancer, même si on essaie de faire du militantisme et tout. Même on rencontre beaucoup de gens qui ont les mêmes avis que nous, mais qui essayent de diffuser leurs idées avec des raisonnements fallacieux et tout. Et du coup, nous, on comprend pas, quoi. On dit, mais attendez, vous voyez bien qu'à terme, ça marchera pas, votre truc. Bref. Et en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que je fais des vidéos ? Alors, c'est pas exclu qu'à terme je fasse des vidéos là-dessus, mais je me suis dit, des vidéos, je vais devoir les faire une par une sur chaque raisonnement. Faut que les gens, pour tomber sur la vidéo, faut quand même que quelqu'un cherche le raisonnement fallacieux en question. Il y a peu de chances que ça permette vraiment de diffuser le truc. Et là, je me suis dit, et si on essayait de rendre ça ludique ? Parce que il y a un truc que j'adore, c'est aller sur ma console ou il y a aussi sur Netflix, faire des quiz, c'est-à-dire on est tous ensemble avec des amis, de la famille, on se met sur une télé, on lance un quiz, et là c'est des trucs de culture générale, et c'est marrant parce que du coup on essaie de dire, ah moi je sais, c'est ça et tout.
Et c'est assez ludique, même si au final les questions sont assez bateaux. Hein. C'est quelle est la capitale de tel pays? Enfin, il n'y a pas vraiment de. Pour rendre le truc ludique, ce qui est ludique, c'est l'interaction entre les gens, le fait que toi tu te challenges. Et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ferait pas un quiz où le quiz en fait c'est de détecter les raisonnements fallacieux? Grosse idée, gros concept. Donc tu as un raisonnement fallacieux qui va être devant toi et tu devras dire est-ce que le raisonnement il est valide ou invalide? Parce que tu peux aussi, des fois je glisse des petits raisonnements qui sont pas invalides, tu vois, juste des trucs, des phrases comme ça. Ouais, t'as par des exemple, trucs qui... et parfois justement c'est on peut mettre genre, c'est le des piège. tomates dans de la guacamole, tu vois, par exemple cette phrase-là. Oh, on va pas revenir là-dessus. À chaque fois, tu reviens sur ce truc. C'est pas possible. Bref. Non, mais bien sûr. Et moi, franchement, il y a des trucs valides où je tombe dans le piège. Genre, c'est là où je tombe dans le piège parce que, tu sais, j'ai cliqué genre invalide, j'ai en train de détecter les sophismes, j'en détecte 1, 2, 3, 4. Et là, t'as un truc valide et t'es là, genre, attends. Tu te rends même plus compte des trucs qui sont valides. Moi, ce qui me ferait plaisir si vous le prenez le jeu là, c'est de me faire des retours parce que du coup, vous pouvez, vu que c'est la version bêta, vous pouvez techniquement, si vous proposez des modes de jeu intéressants, des choses comme ça, je peux les ajouter pour la version finale, vous voyez. Vous devenez bêta-testeur officiel de la neutrosphère. S'il y a par exemple des phrases qui vous semblent valides alors que je les ai mises invalides ou des choses comme ça peut être marrant d'en parler, d'en débattre. Parce que j'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit quoi, mais t'as dit que ça c'était vrai alors que ça ne l'est pas. Par exemple, sur les ingrédients, j'ai mis une phrase, c'était ce plat est bon parce que les ingrédients qui sont dedans sont de qualité. Ce plat est bon parce que les ingrédients qui sont dedans sont bons. Voilà, j'ai mis cette phrase-là et les gens me disent mais ça c'est vrai. Attends, quand j'ai un... Et en fait, non, tu peux avoir des ingrédients beaux. Du coup, ça c'est le sophisme de composition, je crois. Ouais, t'as vraiment fait en sorte de mettre des trucs que les gens genre régulièrement entendent ou disent dans leur vie pour genre créer un maximum de friction avec les... Ah bah c'est un quiz, faut qu'il y ait un peu de challenge. Hein. Ouais, sinon c'est pas marrant. Si on vous met pas des trucs qu'on entend tout le temps mais que plein de gens pensent vrai, c'est tout l'intérêt quoi, mais ouais. Donc là il est disponible sur Itch en bêta, donc si vous voulez soutenir le développement, ça fait très plaisir. À terme il sera disponible aussi sur Steam et sur Android. Oh, trop bien. Oh, excellent, le multiplateforme, quel talent. Un développeur solo. Tu l'as fait en combien de temps en vrai, du début à la fin? Tu l'as fait hyper vite. Là, en tout cas, ça fait une semaine que j'essaie de tout publier sur toutes les plateformes et tout. C'est non-stop quoi. Là, je compte pas les heures. Hein. Il est en mode tunnel quoi depuis 6 semaines. Allez soutenir tout ça, les gens. Vous avez le lien dans le chat. D'ailleurs, c'est disponible en anglais et en français. C'est dans les deux langues. Tu veux pas lancer une petite partie pour tester? Carrément. Je me demandais si on faisait carrément une partie. Ok, c'est parti. Vas-y. Alors une version web, ça aurait du mal à tourner sur web parce que j'ai vraiment fait un truc un peu chiadé avec des effets 3D et tout. L'objectif, bien sûr, c'est qu'à terme, les gens puissent... Mais là, en français, peut-être. Ouais, attends, je suis encore en train juste d'ajuster la fenêtre. Vas-y. Il y a combien de rhétoriques fallacieuses? Dans la bêta, pour le moment, dans la bêta, il y a environ 50 rhétoriques fallacieuses, mais je vais essayer de réduire à l'avenir le nombre de rhétoriques fallacieuses qu'il y a dans le jeu parce que je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont adjacentes, c'est-à-dire que tu peux facilement les confondre. Et je pense qu'on peut les regrouper sans que ça gêne trop la compréhension et comme ça facilite un peu le quiz parce que des fois t'as vraiment des choses assez proches. Regardez ça. Oh quel menu. Les visuels, les graphismes, moi Ah t'as débloqué le mode difficile déjà. J'ai déjà débloqué, c'est le talent. Voilà, c'est personnellement, je vous ai dit les gens, je vous ai dit. Moi je suis désolé, je vais direct mode difficile. Hein. Allez vas-y, lance un petit mode difficile. Lance un petit round. On va jouer ensemble. Alors, regarde ces deux courbes sur ce graphique, elles sont quasi identiques, donc l'une doit impliquer l'autre. Confusion, corrélation, causalité. Let's go. En fait, c'est un peu de la triche d'avoir moi comme testeur parce que je suis littéralement trop fort. Il y a du chômage, donc les jeunes ont plus de mal à trouver un travail. Mince, ça je suis pas sûr de ce que c'est. Valide? Ouais. Tu vois, c'est ça, c'est le truc, genre tu te fais bait en fait, tu crois, vu qu'il y a Alice et Sophie, oui. Tu crois trop que c'est pas valide. Ça c'est peut-être vrai selon toi, mais pas selon moi. Quoi? Relativité fallacieuse, je crois que ça a eu lieu plusieurs fois dans le débat. Genre oui, mais ça c'est ton point de vue, les droitards eux ne pensent pas ça. Oui, ok. Vous avez lu plein de livres, mais ça ne vous donne pas forcément raison. Valide de fou. Ah, il faut que tu ailles moins vite apparemment.
Pourquoi faut que j'aille moins vite? Pour que les gens aient le temps de lire, d'apprécier le graphisme, Mais d'apprécier. je perds des points, je perds des points. Vous voulez que mes stats baissent juste pour votre plaisir à vous? Alors voilà, donc moi j'aimerais vous montrer un peu donc ce qui a été fait comme travail. En fait, j'ai dessiné tout plein de petites illustrations. Là, par exemple, un petit calendrier, le petit sablier. Et selon les phrases que vous avez devant vous, ça vous affiche les petites illustrations pour rester dans le thème de chaque question. Et voilà, vous me faites perdre des points parce que littéralement, je suis allé à la fin du temps. mon ranking, je vais pas être 10th prestige là, je perds toutes mes stats quoi. La famille est une institution qui remonte à l'époque des Romains, elle doit être préservée telle qu'elle. Appel à la tradition. Ça aussi, ça a eu lieu une fois. Non, avec Teddy Boy. Non, je me rappelle pas moi, de ça. Non. Personne n'a jamais voyagé longtemps, donc j'ai du mal à penser que ça peut être possible. Ça me semble valide, mais est-ce que c'est un... Vous pensez quoi, les gens postulent indémontrable? Appel à la nature, c'est pas ça. J'ai du mal à penser que ça va être possible. Je pense que c'est valide en fait. Bah, il a juste du mal à penser, il a pas dit que c'était impossible, il a dit juste, bah, je l'ai jamais vu, donc moi je pense pas que c'est possible. Ouais, c'est genre une ouverture d'esprit saine, genre ah, ça pourrait être le cas. Ils ont nommé un nouveau ministre, ça ne veut pas dire que les choses vont changer forcément. Je vois pas comment ça peut être autre chose que valide. Hein. J'aime vraiment les petits trucs, genre les petits scores bonus que t'as fait apparaître en haut là quand tu vas vite. Ça me rappelle plein de jeux. Très pro, très pro. Dites-vous les gens, ça paraît bête, hein, mais genre chaque détail a été travaillé. Genre vous vous rendez pas compte le temps que ça prend pour faire un jeu vidéo, pour chiader tout ça. BPT t'es tout seul, y a pas d'équipe, y a pas un studio, y a pas de financement, y a rien, il fait tout ça tel un giga Chad avec Godot. Tu veux nous parler un peu de Godot? Godot, c'est le moteur de jeu avec lequel je développe ce jeu, qui est lui-même open source. Donc Godot est un moteur entièrement disponible pour tous. Vous pouvez vous-même le télécharger là dès maintenant et commencer à faire des jeux dessus. C'est un très bon logiciel. C'est le Blender. Dites-vous, si vous connaissez un peu les logiciels de montage 3D, et ce qui se passe entre tous les logiciels payants, pro et tout, et Blender, c'est comme un peu ce qui se passe dans ce domaine-là avec Blender vs les autres, mais pour les moteurs de jeux vidéo. Au lieu de payer Unreal, au lieu de payer Unreal ou Unity. Non mais toutes les personnes qui disent c'est trop facile, on veut poster vos scores en fait, achetez-le, postez vos scores. Pix or it didn't happen, moi je le dis tout de suite. Je veux le screenshot du score. Hein. Vous vous surestimez. D'ailleurs, il y a un menu, tu peux montrer ton score à toi si tu veux. Ah, regardez un peu. Ok, attends, est-ce que j'ai fini? Round 3 sur... Attendez, je peux finir. Allez, je speedrun le... Vas-y. Je suis au 3ème round, après je vais pas battre mon high score, je pense. Si je vais pas voter aux élections, c'est comme si les autres votaient à ma place. Valide. Les meilleurs exemples. Je suis écroulé, genre c'est trop drôle. Genre j'ai des flashbacks de tous les débats qu'on a fait. Je reviens de chez le coiffeur, vu que ma coupe est ratée, je pense que je peux demander un remboursement. Valide. On y pense pas souvent, mais techniquement oui. Il est 21h, il faut aller dormir. Pourquoi? Parce qu'il faut aller dormir. Ok, argument circulaire. Ça on nous l'a fait, hein. Moi je l'ai vu celui-là. Dormir. J'en ai marre, moi je vais pas dormir. Ce que tu viens de me dire ressemble à un élément de langage des soviétiques. Culpabilité par association. À la suite d'un accident d'avion ayant pour cause une dysfonction, l'accusé pilotait l'avion et 200 personnes sont mortes. Ah, genre ils essaient de dire que c'est la faute du pilote alors que c'était pas là. Donc l'accusé pilotait un avion et 200... Cherry picking? Allez. C'est pas fausse piste. Et tu vois, ça c'est un truc informel. Ah, j'aimerais bien qu'on en parle après de ça.
Là, il y a les résultats qui s'affichent, c'est ça? Ouais, j'ai fait 4000. Regardez mon high score, les gens. Personne peut le battre. Ok, si une personne. Ok, si vous voulez battre ça, prenez le jeu et postez dans Discord vos screenshots. Je parie que personne peut faire mieux que ce score. En fait, à chaque jeu de BPT, j'ai le record mondial à chaque fois. C'est ça qui est fou. Je suis meilleur que le créateur du jeu à chaque fois. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur score possible. Hein. Je crois que tu peux faire meilleur encore. Non, c'est pas le meilleur possible. Mais c'est mon meilleur pour l'instant. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais qu'on parle aussi des sophismes formels et informels. Ouais. C'est assez intéressant, je trouve, de voir que, par exemple, sur le dernier exemple, la phrase « il était au volant et 200 personnes sont mortes », la phrase est vraie. Mais il y a une dysfonction sur l'appareil. Donc, est-ce que tu dis « oui, c'est logique ce qu'il a dit », formellement, oui. C'est-à-dire que si tu regardes uniquement la phrase qui est écrite, la phrase est valide sur le plan de la logique. Ouais. Mais, vu que c'est une rhétorique fallacieuse, informelle, qu'est-ce que ça veut dire informelle? Ça veut dire que la phrase toute seule écrite suppose que tu complètes le raisonnement dans ta tête avec une autre phrase. C'est-à-dire que quand il y a marqué « il était au volant, 200 personnes sont mortes », de manière informelle, ça sous-entend donc c'est lui qui est responsable des 200 morts. Exactement. C'est ça qui est inséminé directement à l'intérieur du cerveau des gens qui entendent la phrase. Injecté. Ouais. Oui. Non, peut-être, ouais. C'est ça. Mais ça arrive tout le temps dans la vie de tous les jours. Hein. Tu dis un truc et la personne te répond quelque chose, mais en fait, c'est pas clairement. C'est pas dit explicitement, mais c'est genre la logique implicite de la personne est un sophisme. Et je pense que c'est important que tu inclues des exemples comme ça qui sont pas genre. Qui sont un peu subtils de cette façon-là, parce que honnêtement, c'est beaucoup plus ça qui se passe dans la vie de tous les jours quand vous discutez avec des gens qui ont des rhétoriques fallacieuses, quoi. Donc c'est très 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 stylé. Désamorcer plutôt, c'est ça. Désamorcer. Voilà, ok. du coup, En tout cas, je veux dire bravo. Bravo pour franchement, ce les deux dernières semaines, là, elles étaient intenses. Là, derrière moi, j'ai un tableau rempli d'objectifs à tenir, qu'est-ce qu'il faut rajouter pour que ça fonctionne. Il y a eu plein de bugs et tout, bref. Sigma Grindset. Là, je vais continuer on y croit. Les 2 prochaines semaines, 2-3 prochaines semaines, je vais continuer pour sortir une version disponible sur Android. Il y a déjà des prototypes, hein, mais il faut faire quelque chose de propre, qui tourne bien et tout. Donc je vais continuer. Et aussi rajouter des phrases, prendre en compte les retours que vous allez faire pour tous les gens qui soutiennent le développement, qui achètent le jeu là, en bêta. N'hésitez pas à faire des retours et des suggestions. La phase de bêta, c'est vraiment pour roder le jeu pour que quand il sortira en version finale, ça soit vraiment de qualité supérieure, quoi. Ce soit un truc genre hyper solide qu'on peut recommander. On va essayer. Oui, il y a des gens dans le chat qui disent qu'il faudrait faire une campagne où on essaye de convaincre, ou d'en parler en tout cas à des streamers ou à des youtubeurs et tout qui parlent un peu de ces sujets-là, de biais cognitifs, d'erreurs de raisonnement. Parce qu'en vrai, on va pas se mentir, il y a beaucoup de gens qui font du contenu autour de ces sujets-là. Et ouais, il faudrait qu'on essaye qu'on ait un truc, que t'aies un jeu d'une telle qualité que ça puisse vraiment attirer plein de public, plein de gens, notamment de ces communautés-là. Parce que je pense que c'est eux, ça va grave intéresser un tas de personnes qui suivent, tu vois. C'est quoi? C'est genre Tronchamp, Biais. Je sais pas exactement c'est quoi le nom des youtubeurs qui parlent de trucs comme ça, mais vous voyez un peu de quelle sphère je veux parler. Et ouais, voilà. N'hésitez pas à tester la bêta dès maintenant. Hein. Vous avez le lien dans le chat. Chat YouTube et chat Twitch. On respecte tous les chats ici, tout le temps. Du coup, teamcreef.itch.io/fallacy-quiz. Fallacy quiz pour seulement 5€. Alors, très bon deal, à mon avis. On continue, on reparlera sans doute de ça dans les prochaines semaines. Bien sûr, pour la release finale notamment. Vos retours, on parlera de vos retours la semaine prochaine, on parlera de la release finale dans quelques semaines. Donc on reviendra sur ce sujet-là. Continuons le rendez-nous. Le rendez-nous, alors.
Je vais parler d'un sujet un peu plus chill Vas-y. que tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. C'était vraiment pas chill. Moi, je me suis senti très agressé par ce jeu. Ouais, là, ça remet en question toute ma vie, en fait. Un petit peu. Bah, c'est sûr que quand tu réponds aux questions, tu dis oula, moi aussi je fais des rhétoriques fallacieuses. Grosse remise en question, les gens. Grosse remise en question. En vrai, je vais pas vous mentir, en recherchant pour ce jeu, il y a des trucs où je me disais, ok, ça, sans faire exprès, ça m'arrive de sortir ce genre d'argument. Bah ouais, carrément. Donc ça vous améliore aussi en tant que personne. Vous avez moins de chances d'être un connard si vous savez quelle rhétorique fallacieuse vous utilisez au quotidien sans vous en rendre compte quand même. Premier degré, c'est ça qui est marrant. Mais tout le monde a toujours fait comme ça. Ouais. Ouais, passons au sujet des pièces de 2 euros. Ah d'accord. Ah ouais, ok. Tu vas nous shame juste parce qu'on a des pièces de 2 euros, c'est ça? Est-ce qu'on peut parler On peut même plus avoir de l'argent physique dans ce pays, on est obligé de tout payer par QR code comme en Chine, 1984. Est-ce qu'on peut parler des pièces de 2 euros? Non, là c'est un sujet vraiment léger. Quand vous avez de la monnaie dans votre poche, à l'occasion, regardez la face verso des pièces que vous possédez. Regardez quoi là, la face verso des pièces que vous possédez. Ouais. Pourquoi je ferais ça? Genre on te rend la monnaie, tu payes avec un billet de 10 par exemple. Ouais. On te rend la monnaie en pièces de 2, en pièces de 1. Ok. Regarde juste le verso de la pièce. Il y a des chances que tu obtiennes par hasard une pièce commémorative. Quoi? Qui sont toutes en circulation actuellement. Enfin, pas toutes. Il y a des collecteurs qui les ont sortis du réseau, tu vois, mais il y a pas mal de pièces de collection qui circulent parce que personne n'a pris le temps de regarder. Ah, en fait, c'est une pièce commémorative. C'est quoi cette pièce? Regardez ce que j'ai. Moi, j'ai genre François Hollande ou je sais pas qui sur la pièce. Perturbant. Ok, alors, et du coup, c'est quoi cette histoire de pièce commémorative? Bah, vous pouvez tomber sur une pièce, par exemple. Moi, je suis tombé sur une pièce commémorative des 225 ans de la Révolution française. Oh. Et du coup, une pièce comme ça, bah, théoriquement, bon, si tu veux, tu peux juste l'utiliser en tant que pièce de 2 euros, tu vois. Est-ce que tu peux la vendre théoriquement, il y a des gens euros qui la recherchent, vu que c'est une pièce commémorative, qui en font la collection. Donc, tu peux la vendre pour plus de 2 euros? Tu peux la vendre pour plus de 2 euros. Ça, j'ai jamais compris le délire de ça. Hein. Tu peux donner une pièce de 2 euros et quelqu'un te donne 2 pièces de 2 euros. En gros, t'es en train de dire aux gens t'es en train de leur vendre un scam, quoi. T'es en train de leur dire acheter des pièces pour les revendre plus cher. Non. Non, c'est fou, c'est marrant. Ça défend la spéculation. T'es pas obligé de les revendre. Si juste t'aimes bien la commémoration en question, tu peux la garder. Ça, des fois, c'est des beaux souvenirs. Il y a des pièces commémoratives de tout et n'importe quoi. Hein. Il y a des pièces commémoratives. Alors, une de mes pièces commémoratives préférées, alors il y a une histoire. Alors, je sais pas si l'histoire est vraie, d'accord? Ouais. Mais il y a une histoire à propos d'une pièce à propos de Waterloo. Ah, je connais quelqu'un dans le chat qui va aimer cette histoire. Ils ont voulu faire une pièce commémorative de Waterloo de 2 euros. Je sais pas si l'histoire est vraie. Mais apparemment, ça s'est pas passé. Parce que la France a dit Waterloo, nous, c'est pas. Mais on n'en parle pas. Ça qu'ils en fait, bon, moi je comprends pas pourquoi, parce que Napoléon, techniquement, ça fait pas partie de la République française. Genre, c'est pas un héritage de la République. Enfin bref. Quoi? Mais tu peux pas dire ça. On peut en reparler si tu veux, mais ce qui s'est passé par contre, c'est que la Belgique a proposé. Je crois que c'est la Belgique qui a proposé ça. Oui, c'est la Belgique qui a proposé. Du coup, vu que la 2 euros est pas passée, c'est ce qu'on dit. Là, par contre, il y a une pièce réellement existante de 2,5 euros. Ça commémoratif du bicentenaire de la bataille de Waterloo. Donc il y a une pièce de 2,50 euros. Attends, mais comment ça marche? Il y a une pièce officielle, officielle, oui. Une pièce de 2,50 euros proposée par la Belgique sur la bataille de Waterloo, le bicentenaire. C'est pas trop marrant? Ouais, juste c'est quand c'est là. Toute première pièce de 2,50 euros frappée par la Belgique. Une pièce de 2,50 euros, c'est marrant, je trouve. Parce que bon, tu peux casser un billet de 5 en 2 pièces de 2,50 €, c'est marrant, je trouve. Qui va accepter ta pièce de 2,50 €? Moi, j'ai l'impression que tu vas
littéralement te faire jeter du supermarché si tu essaies de payer avec ça. Hein. Ça peut être marrant d'essayer de... Bon, moi, je la garderais si j'étais vous, parce que bon, une commémoration de la bataille de Waterloo, c'est marrant. Maintenant, est-ce que c'est bon? T'as regardé toutes les pièces de 2 euros chez toi? On peut passer à un autre En fait, sujet? j'en ai qu'une, je l'ai regardée, il y a juste François Hollande derrière, donc moi j'aime plutôt T'es sûr que c'est commémorer. François Hollande? Non, je suis juste un homme blanc, cisgenre. Ok. Ok, en tout cas, merci les Belges de nous avoir permis d'obtenir des pièces de 2,50, c'est cool. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. On peut reparler sur des vrais remercie pas les sujets, Belges, maintenant. moi je remercie pas les Belges. On peut repartir sur des vrais sujets. Des vrais sujets. Est-ce qu'on peut parler du débat? Avant de partir sur des vrais sujets, je vous rappelle le fonctionnement de l'émission. Vous pouvez soutenir le podcast pour avoir Oui. des astuces comme regarder le verso de vos pièces de 2 euros. Franchement, imaginez, je suis sûr qu'il y a au moins une personne ici qui s'est fait de l'argent grâce à nous ce soir, en se rendant compte qu'il pouvait vendre sa pièce pour 2,05 €. Les gens, c'est... Non, des fois il y a 7 euros, des fois il y a 8 euros, t'en sais rien. Ah ouais, carrément. Attendez, du coup j'ai sous-estimé en fait. En fait, on vous aide de fou sur ce podcast. Pourquoi on vous donne toutes ces informations? On devrait commencer une chaîne YouTube avec ces infos. On devrait commencer un Discord privé comme font la droite. Bon, ok. Donc vous pouvez soutenir le podcast en posant une question et en faisant un don sur le lien disponible dans le chat. Merci à toutes les personnes qui posent des questions pour le segment questions-réponses. Voilà, on répondra aux questions pendant un segment dédié à la fin de cette émission. Donc n'hésitez pas, vous pouvez pendant toute l'émission continuer, ou si vous nous écoutez en replay, nous y répondrons la semaine prochaine. Exactement. Alors, bon, on va arrêter tes sujets de... Tu veux vraiment parler de ton débat, mais moi je veux parler d'un sujet plus important. Mais j'ai aucun autre sujet en fait, je sais pas de quoi. La constitutionnalisation de l'IVG. Ah, ça c'est un bon sujet. Heureusement que t'es là. La constitutionnalisation de l'IVG. Alors ça y est, c'est fait ou pas? En fait, ça y est, officiellement, ça a été adopté. Donc le Sénat a validé, c'est ça? Bah, c'est officiellement la constitutionnalisation de l'IVG est officielle en France. Trop stylé. Le Sénat vote la constitution de l'IVG sans modification. Macron convoque le Congrès lundi. Donc, dans 2 jours, la Chambre haute à majorité de droite a voté ce mercredi 28 février en faveur de l'inscription de la liberté garantie pour les femmes d'avoir recours à l'avortement. C'est tellement, tellement essentiel d'avoir garanti ça dans la Constitution. En fait, c'était un long combat des féministes pendant les dernières décennies. Hein, de vraiment le garantir. Pourquoi? Parce que je vous rappelle, genre j'ai l'impression les gens ont complètement oublié ce truc-là qui est arrivé il y a quelques années. Roe v. Wade aux États-Unis, qui est la loi qui garantissait le droit à l'avortement pour toutes les femmes aux US au niveau fédéral. Ça veut dire que aucune législation d'aucun État américain pouvait aller à l'encontre de ce truc-là grâce à la décision historique de Roe v. Wade. La décision a été retournée grâce à la Cour suprême américaine et notamment à Trump qui a placé un membre de la Cour suprême d'extrême droite, hyper conservateur, hyper anti-avortement. Et en fait, le droit à l'avortement est aujourd'hui menacé. Il y a plein d'États aux US où ça a été littéralement supprimé. Donc, tu as des femmes dans des situations horribles, enfin voilà. Et dans plein d'endroits dans le monde, c'est littéralement menacé, d'accord? On a une arrivée au pouvoir de l'extrême droite en Italie, on a une arrivée au pouvoir d'extrême droite en Hongrie depuis un moment maintenant, en Russie, enfin bref, on voit que ce problème-là est quand même un truc qui se répand, qui monte, c'est pas inévitable, mais je suis hyper content qu'au moins en France maintenant, ça y est, genre on est inscrit ça noir sur blanc dans la Constitution. C'est techniquement pas impossible de l'enlever dans le futur, d'accord? Il n'y aura jamais une protection à 100% de ce droit-là. Les droits on doit continuer de se battre pour maintenir l'existence de ces droits de toute façon sur le long terme. Mais on va pas se mentir, c'est beaucoup plus compliqué de changer la Constitution. Même un pouvoir réactionnaire qui arriverait en France et tout. Ce qui sera pas le cas à mon avis, hein, parce qu'on va gagner. Mais alors d'ailleurs, un petit détail, c'est pas complètement ok. C'est-à-dire que là, le fonctionnement de notre constitution, là, ce qu'on a débloqué là, c'est qu'on accédait à l'étape suivante pour changer la constitution, qui est que on convoque le congrès des 2 chambres du Parlement. Ouais, mais Macron a prévu... Ouais, mais sauf que du coup, il faut obtenir
pour pouvoir le faire entrer dans la Constitution, la majorité des 3/5 des deux assemblées pour que ce droit puisse être inscrit dans la Constitution. Ah d'accord, donc il reste bien une étape. Donc il reste bien une étape. Donc moi je l'ai vu un peu annoncé comme une victoire totale. En fait, j'ai l'impression que ça fait 6 mois que toutes les semaines c'est annoncé, tu sais, parce qu'il y a une nouvelle étape à chaque fois, genre l'Assemblée nationale l'a voté, genre tu sais, c'est le cavalier législatif quoi, donc. Bah ouais. Ok. C'est un peu bizarre. En fait, les médias gèrent bizarrement les lois. Ils avaient fait pareil pour la loi immigration en disant ça y est, elle est refusée. Ils avaient fait pendant 2 semaines des articles en disant ça y est, ils ont voté contre. C'est vrai que la façon dont les médias mainstream présentent ces trucs d'habitude, on dirait vraiment que c'est fait exprès pour que les gens genre ne comprennent rien au fonctionnement des... Ouais, moi j'ai vu plein de tweets disant ça y est, c'est fait. Sur là, je vous ai dit c'est officiellement dans la Constitution. Je vous l'ai dit là, il y a 2 phrases. Et là, du coup, je regarde. Non, en fait, non. Donc, je viens de vous désinformer. Je vous désinforme actuellement. Tant qu'on n'est pas le 4 mars et qu'à Versailles, il n'y a pas 3/5 des membres des 2 parlements qui ont voté, en fait, on n'a toujours pas ça dans la Constitution. Donc, voilà. Bon, en tout cas, merci pour la précision. Je croyais qu'il y avait une bonne nouvelle qui arrivait. En fait, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, parce que c'était encore là en fait. En fait, c'était pas gagné pour le Sénat parce qu'on avait genre Gérard Larcher et la droite et tout qui avaient dit que c'était pas forcément nécessaire. Mais donc finalement, il y a eu quand même suffisamment de sénateurs pour le mettre quoi. Donc c'est quand même une très bonne étape quoi. Alors moi, ce que je trouve assez intéressant sur ce dossier, on va dire, il y a pas mal de sénateurs de droite qui expliquent avoir voté pour ça. Ouais. Parce que des gens dans leur entourage leur ont dit t'es une grosse merde. Enfin, je paraphrase, hein. Si tu votes pas ça. Basé. Des personnes comme des femmes dans leur entourage. Comme par exemple les femmes. Comme par exemple toutes les femmes dans leur entourage. Et je trouve assez marrant qui seraient forcées d'accoucher si elles n'avaient pas ce droit. C'est marrant qu'il y a un impact quand même C'est une des premières fois sur un dossier où je vois que les personnes qui sont censées voter annoncent qu'ils peuvent prendre en compte les avis d'autres gens autour d'eux. Bah c'est vrai qu'on n'entend pas souvent ce genre de truc de la part des sénateurs, genre ah oui, en fait moi j'ai eu de la pression de mes proches et tout. Ouais, parce que moi j'aurais bien voulu voir comment ça se passait dans l'entourage de certaines personnes pendant la loi sur les retraites. J'aurais bien voulu savoir, genre, est-ce que tout le monde était OK avec le fait de travailler 2 ans de plus ? Parce que même si beaucoup des gens qui ont voté pour la loi qui vous rajoute 2 ans de travail à tous, là, qui sont en train d'écouter cette émission, je sais que beaucoup de ces gens-là qui ont voté pour ça, eux-mêmes ne se soucient pas de ça parce qu'ils peuvent être rentiers, par exemple, ou des choses comme ça. Mais je suis quasiment persuadé que dans leur propre famille, ils ont des gens qui sont pas loin de la retraite, qui travaillent. Je sais pas comment ils gèrent ça en fait. Ça doit être compliqué, je comprends pas trop. Mais juste imaginez les sénateurs droitards là qui ont voté contre, parce qu'il y en a eu quand même. Hein. Imaginez un peu la logique, ça veut dire que ça n'impacte pas du tout. Genre c'est littéralement un droit qui est plus solidement garanti pour les femmes en France, notamment les sénateurs hommes, genre ils sont là, bon ça va jamais m'affecter moi dans ma vie, les femmes sont hyper majoritairement favorables à ça, et genre je vais pas voter pour ça, genre quoi, comment tu peux voter contre ce truc ? Quelle est la logique ? Ils ont aucun argument. À chaque fois, j'ai tous les arguments que j'ai entendus de la droite pour défendre le fait que ça devrait pas être dans la Constitution. En fait, il y en a qu'un seul, c'est genre non, mais finalement, il n'y a pas de menace de ce droit-là. Mais du coup, s'il n'y a pas de menace, quel est le problème de le sécuriser encore plus ? Ouais, je trouve en fait, le fait que tu dises non, c'est pas nécessaire est une menace en soi. Ça montre que du coup, tu es pas à l'aise avec le fait de le garantir de façon encore plus solide en le mettant non seulement dans la loi, mais en plus dans la Constitution française. C'est incroyable, c'est tellement un self-report de... Enfin bref. C'est comme s'ils voulaient absolument dire qu'ils sont contre, mais ils peuvent pas vraiment l'exprimer clairement, et du coup ils font une sorte d'entre-deux, genre oh non, mais finalement on peut... Et en fait, alors qu'en fait c'est genre une sorte d'électoralisme pour toutes les personnes anti-avortement, cringe. Moi je comprends qu'il y ait des droits
que tu considères contextuel, et donc que tu trouves qu'il y aurait un certain contexte dans lequel ça serait bien de pouvoir l'interdire, et donc il ne faut pas que ce soit dans la Constitution. Ouais, genre le droit à la propriété privée lucrative. Ouais, il y a certains droits à la propriété privée où tu peux dire non, là dans ce cas particulier, il faudrait qu'on puisse réquisitionner pour s'il y a une guerre ou quoi. Ça marche comment avec le vagin des femmes, ça? L'utérus. On est d'accord que... Ouais, je pense qu'il y a un bon argument pour dire... Je pense qu'il y a un bon argument pour dire c'est plus fondamental le droit de liberté sur ton propre corps que le droit de propriété. Je pense qu'on est... Tu considères qu'il y a un contexte dans lequel on enlève ce droit-là? Explique-nous du coup, et donne-nous le contexte dans lequel tu penses que la République doit se permettre de pouvoir enlever ce droit-là. Explique-nous quel est ce contexte. Et là, ça peut devenir intéressant, tu vois. C'est ça, mais ils veulent tellement pas l'admettre. Et du coup, ouais, donc je disais, alors là, c'est... de nombreux sénateurs de droite ont été convaincus par les femmes de leur famille. Un sénateur de droite, hier, me disait, ma fille de 30 ans me dit, papa, tu es ringard, donc j'ai changé mon vote. Le bullying fonctionne, les gens. Mettre la pression à vos proches. En fait, socialement, décourager les comportements réactionnaires, toxiques, horribles, fonctionne, en fait. C'est juste faites-le. Finalement. Ouais, donc la lutte culturelle fonctionne. C'est-à-dire que si tout le monde pense ça, 90% des gens pensent ça, à terme, même les sénateurs, ils vont se faire bully dans leur famille et dire bon, ok, là, je dis n'importe quoi. Hop, je change mon vote. Voilà. Donc, on continue de parler avec nos proches, on continue de discuter, de débattre, d'essayer de comprendre le monde. Et je rappelle que c'est Mathilde Panot et ses camarades de la France Insoumise initialement qui ont déposé la proposition en octobre 2022. Donc merci encore à la gauche de garantir les droits des gens dans ce pays. Merci le camp qui lutte pour l'intérêt général, qui lutte pour le bien-être. C'est très très cool d'avoir des gens quand même. Quand même, moi je suis... On fêtera tout ça la semaine prochaine quand ce sera... Bien sûr. Parce que là... Aussi, apparemment, si ça passe, la France sera le premier pays du monde à inscrire le droit à l'avortement dans sa constitution, officiellement. C'est vraiment dans un climat à l'international où il y a beaucoup de retours pour ce droit-là. Hein. Donc, au moins, la France pourra être numéro 1 sur un truc. C'est cool, non? Peut-être le seul truc sur lequel la France est numéro 1 aujourd'hui. J'espère que tous les patriotes seront contents de ça, du coup. Moi, je serais vraiment fier de mon pays si on le fait. En tant que vrai patriote. Continuons un peu. Let's go. Alors, on vous en reparlera la semaine prochaine. Moi, je préfère vous dire, on ne sait pas encore, parce que on a déjà vu des lois où on annonçait un résultat et finalement, ça a changé du jour au lendemain. Donc, on vous dira ce qui se passe. On n'est pas à l'abri d'une petite dinguerie. Dernière minute. Oui, bon, on croise les doigts. On n'a pas eu les 3/5, c'est dommage. Nous, on voulait vraiment le faire, la Macronie, tu vois, genre. Ouais. Ok. Passons à la suite. Est-ce qu'on parle des agriculteurs? Est-ce que tu as des trucs à dire là-dessus ou pas? Pourquoi il s'est passé quelque chose depuis la dernière fois? Le salon de l'agriculture, des gens qui ont protesté, des gens qui ont des heurts, des trucs, mais bon. En fait, le problème avec ça, j'aimerais bien avoir des positions claires là-dessus, mais le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il y a tellement de factions dans ce mouvement qui sont en désaccord les uns avec les autres, qui défendent des trucs qui sont littéralement opposés. Très, très, très difficile de déterminer. Ouais, par exemple, on parle très peu des accords internationaux de libre-échange. Pourtant, ça semble être un problème central quand même. Ouais. Et concrètement, en fait, à peu près tous les partis, sauf la gauche de rupture, est plutôt OK de maintenir en place ces accords de libre-échange. C'est ça qui me gêne en fait. Est-ce que toutes les personnes qui sont dans ce mouvement actuellement, et je parle pas forcément de juste les agriculteurs qui sont juste des travailleurs, etc., qui revendiquent le fait qu'ils sont dans la grosse galère et qu'ils n'arrivent plus à vivre de leur activité, mais vraiment genre des gens qui sont plus des influenceurs au sein de ce mouvement ou des gens dans des organisations, dans la FNSEA, dans un truc comme ça. Tous ces gens-là qui se plaignent aujourd'hui, est-ce qu'ils ont milité et ils ont voté pour la gauche de rupture en 2022 ou les fois d'avant? Encore une fois, moi j'ai une sorte de frustration fondamentale où genre,
il y a une option politiquement qui travaille, qui milite, qui fait du porte-à-porte, enfin qui a fait un travail incroyable pendant littéralement des années, qui propose une rupture avec ce libre-échange-là, qui propose du protectionnisme intelligent, qui est totalement dans l'intérêt de ces agriculteurs-là, une transition agricole aussi pour avoir des meilleures pratiques. Et on a l'impression que énormément de gens dans ce mouvement vont à l'encontre de ça politiquement. Donc je sais pas, j'arrive pas trop à m'expliquer ça perso. Mais voilà, je sais pas ce qu'on peut dire de plus vraiment là-dessus. C'est pour ça que j'en parle pas de fou non plus sur le stream, parce que je vous ai déjà parlé des solutions que moi je voyais à tout ça, je vous ai déjà parlé des débouchés. Il y a Macron au pouvoir, Macron va faire comme il fait avec chaque crise sociale, chaque mouvement, faire semblant de faire certaines concessions, mais en fait quand tu regardes dans les détails c'est du bullshit. Faire un grand débat national, faire une tournée, propagande dans les médias mainstream pour dire tout va bien, Macron fait le travail, etc., et on passe au prochain épisode, quoi. Donc ouais. Ok. Alors, on passe au segment de films. Recommandations de films. Oui. Alors bon, cette semaine, ok, là c'est légitime de me gueuler dessus en vrai. J'ai pas regardé le film, les gens. J'ai pas regardé le film. La semaine dernière, je t'avais suggéré, tu devrais te prendre un petit moment dans la semaine et regarder le film. Punis-moi. Bien sûr, c'est ce que je fais à chaque fois. Attache-moi, punis-moi, fouette-moi. Je mérite. Alors, le film de la semaine qui était recommandé, c'était L'homme bicentenaire. Cancel. Je suis tellement cancel en fait, je suis complètement cancel, j'ai aucune excuse. Donc Mulch ne l'a pas vu, bon c'est pas grave. Hein. Donc L'homme bicentenaire, c'est un film avec Robin Williams que je vous conseille du coup de regarder. J'ai pas eu le temps les gens, je devais préparer le débat avec Teddy Boy. Ce que je vais faire, c'est je vais en parler un petit peu en essayant de pas trop spoiler. Débrief un peu quand même. Si tu veux, je fais une pause technique pour que tu puisses. On en reparlera un petit peu la semaine prochaine. Donc L'homme bicentenaire, c'est un film avec Robin Williams. Alors je trouve c'est assez intéressant parce que du coup là on parle beaucoup d'intelligence artificielle qui va devenir consciente à terme et tout. Bah, ce film il traite justement d'un robot qui est censé être un robot ménager pour aider une famille, qui est commandé par une famille. Okay. Ils reçoivent le robot et ils commencent à essayer de l'utiliser un peu comme vous utiliseriez aujourd'hui Alexa, tu vois. Mais sauf que c'est un vrai robot qui est bipède, qui peut... Ouais, robot humanoïde. Ouais. Voilà, tu peux lui demander, vas-y, passe l'aspirateur, prépare à manger, des choses comme ça. Mais ce robot-là, il est un peu spécial. Alors, on ne sait pas si c'est depuis le début ou si c'est à cause du fait qu'il tombe à un moment ou quoi, mais il semble être défectueux. Il semble avoir une anomalie. Et en fait, c'est un truc, on a l'impression qu'il est conscient de ce qu'il fait. Il est très curieux, alors qu'il n'est pas censé faire ça. Il est juste censé obéir à ce qu'on lui demande. Mm-hmm. Et lui, il est très curieux. Il va commencer à poser des questions sur le monde qui l'entoure, sur ce qu'il est censé faire, sur comment il est censé interagir avec les gens. Et du coup, au fur et à mesure, il devient de plus en plus intelligent. C'est pas vraiment intelligent, mais cultivé. Il comprend de plus en plus les humains. Et il y a le père de famille qui s'attache à lui et qui vraiment va essayer de le challenger, de le faire évoluer en tant qu'individu, quoi, de vraiment le traiter comme un individu dans cette famille. Comme son enfant. Et du coup, au fur et à mesure, tu vois toute la famille vieillir, en fait. Mais lui, c'est un robot. Du coup, lui, il peut continuer à vivre sans vieillir, puisque c'est un robot. Et du coup... Waouh. Bah ouais, du coup, il continue à apprendre, à se développer. Il fabrique il commence à avoir un compte en banque. Il arrive à lui obtenir un compte en banque à son nom. Donc tu vois, c'est marrant parce qu'en même temps, ça parle des droits. Parce que du coup, il développe le mec, le père. Mm-hmm. Il va développer les droits, il va revendiquer les droits vu qu'il dit bah attendez, il a fait ça lui-même, donc pourquoi est-ce que c'est pas lui qui a un compte en banque avec cet argent, etc. Ah, donc ça pose la question de genre, est-ce que tu peux être propriétaire d'une autre personne? Bah ouais, carrément. Genre l'autonomie, ouais. Ah oui. Et après, il lui dit, mais ça change quoi, que ce soit sur son compte ou sur le vote? Il dit, bah ça change tout parce que c'est moi qui les ai faits, donc pourquoi ce serait...
Donc c'est très intéressant tout ce passage-là. En plus, c'est marrant parce que vu que tu as le point de vue d'un... J'adore quand ils font ça. Ils peuvent le faire avec des aliens aussi. Le fait de donner... de faire arriver un individu qui n'a aucune connaissance des fonctionnements des humains, ça permet aussi de questionner le fonctionnement des humains, tu vois. Ça permet de proposer un point de vue sur la société où tu as des questions sur mais attends, pourquoi lui il réagit comme ça, c'est stupide, enfin tu vois. Ouais, c'est toujours un super angle pour un peu arriver genre sans a priori et redécouvrir tu vois, avec un nouvel angle les problèmes et tout. J'avais vu une super vidéo YouTube où c'était genre la planète Terre vue du point de vue d'un alien qui arrive. Et c'est genre, ah ok, ils sont en train de balancer tous les gaz à effet de serre. Les énergies fossiles ont pris des centaines de millions d'années à se former. Ils balancent tout en 200 ans qui va causer une augmentation de la température et tuer des millions de gens. D'accord, ok. c'est. Tout va bien sur Terre. Allez, on rentre chez nous. Et donc le film continue. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il va essayer de chercher, tu vois plusieurs phases de remise en question, de questionnement existentiel, genre qui suis-je, qu'est-ce que je suis censé faire, parce qu'à un moment il se dit mais attends, je suis pas un humain, mais en même temps je suis pas non plus juste un robot enfin je suis pas une machine, enfin je suis une machine techniquement, mais je suis pas un algorithme dans ma tête, je peux penser et tout. Donc il commence à chercher des individus tels que lui, des robots qui auraient le même fonctionnement, tu vois. Il se dit pourquoi je suis comme ça? Est-ce que c'est un problème de ma série de robots? Donc il cherche d'autres individus comme lui et tout. Et il va tomber sur un mécanicien, on va dire, qui répare des robots comme lui. Et le truc, c'est que il va proposer des schémas pour fabriquer des parties de robots qui permettent de faire de lui l'équivalent d'un humain mécaniquement, tu vois, genre il y a de recréer la peau, de recréer les organes vitaux. Ouais, c'est le truc de frontière entre la machine et l'homme. Exactement, exactement. Donc plus le film avance, parce que par exemple à un moment, ils lui font implanter une update pour pouvoir représenter ses émotions sur son visage, tu vois. Donc plus on avance, plus on converge vers un humain. Moins t'as de raison de dire que c'est pas un humain, tu vois. Pas mal. Et bon, je vais pas trop te spoiler, mais il y a une histoire d'amour et il y a un passage devant des tribunaux pour qu'il prouve qu'il est qu'il peut se marier. Ok, légalement. Ok. Et il doit le prouver. Cool. Et faut avoir je regarde. La conclusion est très très belle. J'ai envie de spoiler, mais j'attendrai que tu les regardes pour la semaine prochaine pour pouvoir donner un petit point. Parce que c'est des robots qui sont censés suivre les trois lois de la robotique de Isaac Asimov. Donc, oui, parce que du coup, c'est inspiré d'un roman qui était lui-même inspiré de la nouvelle d'Isaac Asimov du même nom. C'est ça, ouais. Donc on est là-dedans. Asimov basé. Voilà, film très intéressant. Je suis désolé. Alors, oh là là, il y a quelqu'un sur YouTube qui m'a fait un énorme commentaire en me disant j'en peux plus que tu recommandes des films de Robin Williams. Je déteste cet acteur. Arrête. Ouais. Ça y est, on a trouvé une personne genre premier degré hyper anti Robin Williams. Franchement, j'adore vos commentaires que vous laissez, soit sur YouTube, soit sur Spotify, etc. Continuez à nous laisser des commentaires. Alors, pour répondre à cette personne, pour répondre à la personne qui me disait qu'elle détestait les films de Robin Williams, je suis désolé. Il y a encore un film. Alors, c'est pas le film que je vais recommander tout de suite. Mais il y a encore un film avec Robin Williams. Dis pas ça, juste dis le film. Non, parce que j'ai pas envie. Ça passe, j'ai dit qu'au moins, je suis gentil. J'ai dit que je laissais une semaine de battement entre les films de Robin Williams. J'ai dit. Donc ce sera un film pour une prochaine fois, ok? Sinon, on peut recommander The Dark Knights pour être dans Heath Ledger. Les gens étaient en train d'avoir ce débat tout à l'heure. Ok. Moi, je défends une take. Moi, je défends John Wick 1 est dans le top 10 des meilleurs films de tous les temps. Mais on parle pas des meilleurs films là, on parle des life-changing movies. Ok, là on switch un peu le sujet parce que c'est pas la liste des life-changing movies qu'on vous recommande sur le podcast, mais juste dans l'absolu. T'étais en train de regarder une liste des meilleurs films.
Ouais, on a regardé la film. C'est assez intéressant. On parlait de fallacy quiz tout à l'heure. Là, on va plonger violemment dans un appel à la popularité, d'accord? De quoi On tu est allé parles? voir, on est allé voir le top 100. Ah, je crois que le t'étais en top train de me 200. dire John Wick, c'est un appel à la popularité. Ok. Non, parce qu'on est allé voir le Non, top non, 100 non, non, je te laisse, vas-y, je te des laisse meilleurs continuer. Je films. te laisse continuer, pardon. On allait voir le top des meilleurs films, donc ça veut pas dire qu'ils ont une valeur plus ou moins bonne que d'autres, tu vois. C'est juste, voici l'avis de la plupart des gens sur ces films-là. Et c'est vrai qu'il y a certains films, on était plutôt choqués de pas les voir plus haut dans cette liste. Mais il faut pas se faire avoir, c'est un appel à la popularité, c'est pas la réalité, c'est pas... Voilà. Qu'est-ce que tu penses de Fight Club, BPT? Il sera pas suggéré dans les films. Quoi? Pourquoi pas? Pourtant, c'est une critique de la société de consommation, le consumérisme qui rend bête, qui aliène, etc. Ça propose aussi aucune solution intéressante, que ce soit du point de vue individuel ou du point de vue collectif. Hein. Bah si, la solution, c'est renverser le capitalisme. Ouais, mais la manière dont c'est... Comment on renverse le capitalisme? Ok, je fais du coup la suggestion pas en votant, de film. pas par les institutions. Du coup, on fait comment? Arrête. Tu te souviens de ça? Tu as la suggestion pour la semaine prochaine? Ouais, pardon, j'essaie de dérailler le segment. Alors, qu'est-ce qu'on regarde pour la semaine prochaine? Du coup, je dois encore une fois rattraper. Ouais, suggestion pour la semaine prochaine. Moi, je pense qu'il faut qu'on regarde La Ligne Verte. Excellent, je l'ai pas vu. En vrai, c'est trop bien parce que ça me fait regarder plein de trucs. La Ligne Verte, donc on revient sur du Tom Hanks. Est-ce qu'on avait déjà eu du Tom Hanks jusqu'à maintenant? Non. Je suis même pas sûr. Non, on n'a pas eu. Hein. Non, il n'y a pas eu de Tom Hanks encore. Non. Tom Hanks. Donc là... Comment tu le dis? Comment tu voudrais que je le dise? Tom Hanks. Tom Hanks. C'est Tom Hanks. Tom Hanks. Tom Hanks. Tom Hanks et aussi l'acteur qui était mort là récemment. Qui était mort mais qui est redevenu vivant. Je crois que c'est pas récemment en fait. Je crois juste j'ai une vision complètement détruite du temps. Arrête de dire ça. Arrête de dire j'ai une vision détruite du temps, de je sais pas quoi. 2012. Si, pour moi c'était il y a pas longtemps et en fait c'est 2012. Non, c'est pas il y a pas longtemps. C'était il y a 12 ans. Oui, donc j'ai une vision assez perturbée du temps. Parce que non, moi c'était il y a pas perturbé. longtemps dans ma tête. Bah si, puisque si je me dis c'était il y a pas longtemps, en fait c'était il y a 12 ans. Ma vision du temps est assez perturbée. Chaque jour qui passe, il y a 24 heures qui passent. Donc Michael Clarke Duncan, très très bon dans ce rôle. Il joue le rôle de la personne. Donc je vais pas vous spoiler plus que ça. Je vous recommande d'aller le voir. Complètement aveugle là-dessus. Vous regardez aucune review, aucun commentaire. Juste vous allez voir ce film. Il s'appelle La Ligne Verte. Très très bon film et on en parle la semaine prochaine. Excellent. Je suis encore une fois au rattrapage, j'ai l'impression de retourner en école d'ingénieur. Toutes les semaines rattrapage quoi. En même temps, c'est toi qui... Juste tu te prends une soirée, tu te regardes un des meilleurs films. J'arrive pas à gérer ma vie, les gens. Comment? Ok, cette semaine, je suis allé... En fait, je suis allé... Voilà, j'ai pas pu le faire parce que je suis allé faire une lessive. Cette semaine, j'ai lavé tous mes habits, mes draps, etc. Ça prend du temps. J'ai pas de machine à laver chez moi, il faut que j'aille au truc. Ok, tu nous sors des excuses nulles alors que tu doom scroll sur Twitter pendant au moins 4 heures par jour. C'est pas vrai, c'est faux, je suis hyper productif. Sur ces 4 heures où t'es sur Twitter, t'en prends 2 et tu regardes un des meilleurs films de l'histoire et tu as une meilleure vie en fait. J'ai un problème les gens, aidez-moi. Faites des dons, faites des dons sur Ko-fi. Et tu vas au sport aussi. J'ai un problème, ok, j'ai un problème. Mais en même temps, j'ai le droit de doom scroll Twitter parce que c'est pour trouver des sujets pour le stream et c'est comme ça que j'ai des sujets. Du coup, quels sont les sujets que tu proposes pour ce rendez-vous du coup que t'as trouvé en faisant ça? Ils vont durcir les conditions du chômage. Non, ça c'est la semaine dernière. Merde. non, il y a une nouvelle annonce cette semaine. Il y a encore un truc. Bah vas-y, fais-nous un petit sujet que t'as recherché. Mais tous les sujets c'est la dépression. Genre, si on veut parler des actualités de ce qui se passe en France, on fait immédiatement une dépression, on arrête tout, on se suicide en fait. C'est pour ça que je peux pas parler des news. Calme-toi. Oh. En tout cas, je suis hyper content. J'ai eu des retours sur les films, sur la section. Les gens ont l'air d'adorer cette section recommandations de films. Des gens ont fait des retours en disant j'ai vu. Quelqu'un a dit
Donc on a carrément ouvert sur le Discord de Mulch, on a ouvert un channel film, movies, Oui. dans lequel on met les recommandations. Et il y a quelqu'un qui a dit j'ai pour ma part vu Le Cercle des Poètes Disparus et Pleasantville. Enfin voilà, ça fait plaisir. Non, franchement, c'est des gros bangers pour l'instant de la liste. Si vous voulez faire partie de la communauté, faire des petites discussions stylées sur les films qu'on regarde à droite et à gauche et tout, rejoignez Discord. Allez dans ce salon-là. Les gens sont stylés, je vous promets. Ok. Être riche en France. Voici le salaire qu'il faut toucher pour faire partie des plus aisés. Dans une nouvelle étude, l'Observatoire des inégalités fixe le seuil permettant de savoir si on appartient à la tranche des 7% les plus riches du pays. Ainsi, il faut toucher un peu moins de 3 SMIC par mois pour être considéré comme riche. Pourquoi ils disent 3 ? Pourquoi ils le formulent comme ça ? Donc c'est 3 860 € net par mois. En gros, si tu gagnes, selon ce truc-là, t'es riche et tu gagnes plus de 3 860 € net par mois, donc après impôt. Mais c'est sur quel critère ? Riche par... Enfin, pourquoi ? Critère, 2 points, l'arbitraire la plus totale. Arbitrairement, ils ont dit voilà, ce nombre. Et ils donnent un nombre hyper précis. En France, on a beaucoup de mal à prononcer le mot riche. Et nous, on préfère appeler un chat, a expliqué sur RMC Anne Brunner, directrice des études de l'Observatoire des inégalités. Comme il existe un seuil de pauvreté pour l'INSEE, il était, selon elle, important de fixer un seuil de richesse. C'est bizarre, non ? Puisque nous considérons que le seuil de pauvreté est fixé à la moitié du revenu de vie médian, nous avons choisi d'établir le seuil de richesse au double du niveau de vie médian. Ah ouais, c'est vraiment complètement arbitraire, quoi. Ouais. Parce que pour la pauvreté, moi je pense que la base de la pauvreté, c'est que ça ne peut pas te permettre de vivre décemment. Pour moi, c'était ça vraiment l'idée derrière tout ça. Donc pour moi, si on fixe un seuil de la richesse, il faudrait expliquer pourquoi à partir de ce seuil-là, il y a une différence fondamentale en fait, hein, entre les deux salaires. Et je vois pas trop pourquoi à partir de cette somme-là plutôt qu'une autre. J'ai l'impression que c'est que du copium tout le long pour essayer de justifier le seuil arbitraire. Ils disent on définit la richesse comme un décalage par rapport aux classes moyennes. C'est bizarre parce que là, ça va amener des gens qui touchent 3 800 € à se dire riches, alors que la richesse n'est pas un revenu, mais c'est plusieurs facteurs tels que non, parce le qu'ils disent quand même patrimoine. c'est 3800, c'est ce montant-là, c'est pour une personne seule avec pas de personne à charge. Ouais, mais ils parlent pas du patrimoine, par exemple. Quelqu'un qui vit seul avec son enfant, c'est 5 000 € de revenus. Et ouais, mais pour un couple sans enfant, c'est 5 790 € net. Je pense qu'on a un problème dans ce pays, c'est pas avec la richesse, c'est avec le concept de patrimoine. C'est-à-dire qu'on comprend pas qu'il y a une différence fondamentale entre quelqu'un qui possède entièrement son logement. Désolé les gens, là il y a eu 2 coupures, c'est pas de notre fait. Oui, on est revenu les gens. On est revenu plus fort que jamais, d'accord ? En fait. Ils ne pourront pas nous silencer, c'est pas ils ne pourront pas nous arrêter. Donc, ouais, moi, tu sais que moi j'étais parti, hein. J'étais en... Attends, Mulch m'a pas coupé là ? Ça fait un petit moment que je parle quand même. Oh non, RIP. Ouais, j'ai parlé dans le vide. Pas grave, on fixera au montage, d'accord ? On fixera le podcast comme si rien n'était. Ouais, du coup, je trouve qu'il y a un problème en France. C'est pas un problème avec les revenus, avec le fait de dire que les gens sont riches, c'est un problème avec le fait que on ne prenne pas en compte le patrimoine. C'est-à-dire que il y a une différence quand même fondamentale, et on n'en parle pas souvent, entre quelqu'un qui possède complètement le logement dans lequel il habite, par exemple, et quelqu'un qui doit payer un loyer chaque mois. Si tu regardes, ils peuvent avoir le même revenu, ils peuvent tous les deux être au SMIC, et il y en a un des deux qui est obligé de débourser 800 € juste pour se loger là où il habite, et l'autre, ouais, il possède déjà le logement dans lequel il habite, et du coup, ces 800 €, chaque mois, ils partent pas. Donc, bien sûr, il va y avoir des aides au logement à une des deux personnes et pas à l'autre, mais on se retrouve quand même avec un différentiel de assez élevé pour finalement le même niveau de vie. C'est-à-dire, si les deux personnes veulent toutes les deux loger, juste parce qu'une des deux n'a pas ce patrimoine-là, ça a un impact sur son quotidien au niveau de l'argent qu'il a disponible pour son niveau de vie. Et pourtant, quand les gens étudient les revenus, quand les gens on essaie de classer les gens en se basant sur leurs revenus, on prend pas en compte ça. Et donc on va dire les deux personnes sont dans le même niveau de revenus. Et je suis désolé, non. Je suis désolé, le patrimoine change complètement là où tu es censé te classer si on étudie ton niveau de revenu.
En fait, c'est incroyable à quel point le loyer, genre toutes les personnes qui sont forcées d'enrichir un propriétaire en payant un loyer se font tellement avoir par rapport au... Oh, c'est une catastrophe économiquement. C'est fou, genre juste dites-vous, imaginez vous avez votre logement, vous êtes même plus accédant, c'est même pas genre vous avez acheté, vous êtes en train de rembourser après, non, vous avez complètement remboursé et vous habitez là, vous avez accès à ça. Et en gardant le même revenu tous les mois, vous avez juste ça en fait en revenu disponible pour faire des trucs avec, genre Ouais, s'amuser et tout. je vois ça aussi. Votre niveau de vie a rien à voir, quoi. Je vois ça aussi, il y a ce problème des primes qui fait que dans les faits, t'as censé avoir un bon revenu. Et après, t'arrives à la retraite et on te dit, ouais, mais c'était des primes, donc ça comptait pas vraiment vu que c'était pas cotisé et tout. Et du coup, tu te retrouves avec une toute petite retraite. C'est vrai que ce problème existe. Et donc, le niveau de revenu, je pense qu'il faut prendre plus de facteurs en compte. Tu peux pas juste dire, ah, regarde, cette personne est riche parce qu'elle a 2 fois le revenu médian. Non, il s'avère que le coût des logements et de la vie n'est pas le même sur tout le territoire français. Et je suis sûr qu'une personne peut toucher 3800 €, être techniquement dans une situation où elle va pas être riche. Pas du tout en fait. Elle va devoir payer un loyer à 1005 parce qu'elle est obligée pour son travail de vivre proche de là où elle travaille et elle est dans une grande métropole. Peut-être la personne, elle est obligée aussi d'avoir une voiture. Et si tu pars de zéro patrimoine à la base, Ouais. tu pars à la base de zéro patrimoine, je suis désolé, tout ce que je viens de dire là, ça vous enlève la moitié de votre salaire. Et quand on vous enlève la Ouais, moitié par de votre exemple, tu vois, salaire, payer les transports en commun en région parisienne, tu vas... bon, il y a des employeurs, parfois, c'est 50% payé et tout, mais tu vas quand même dépenser tous les mois ou annuellement pour le pass Navigo, genre 500 ou je sais plus combien exactement. Si tu vis à Montpellier, les transports en commun sont gratuits. Et alors attention, Donc, je dis pas que les personnes qui touchent 3800 € sont pas aisées. Oui, elles sont plus aisées, mais le dénomination de riche, je pense que c'est un problème. Je pense que c'est un problème de donner cette dénomination à des gens qui juste touchent 3800 € sans patrimoine, parce que je considère que ces gens-là, si dans leur tête elles se pensent riches et qu'elles croient qu'elles ont pour intérêt de défendre les riches dans les politiques qui sont votées, elles se tirent une balle dans le pied, ces personnes. Donc ce serait dommage qu'on les pousse à se dénommer comme ça, à se dire je suis riche. C'est dommage parce que finalement c'est contre leur intérêt de croire qu'elles doivent défendre l'intérêt des riches. Parce que ce que sont vraiment les riches, ce sont des personnes qui ont des patrimoines insensés, qui des fois n'ont pas de revenus du salariat du tout, n'ont pas de revenus. Non. Donc ne sont même pas sur cette courbe des revenus du salariat, donc touchent peut-être de l'argent via des revenus d'actionnaires. Ouais. Mais dans tous les cas, on parle pour moi quand je m'imagine, pour moi le terme de riche, on est vraiment sur de la profusion. Quand je m'imagine une personne riche, c'est quelqu'un qui peut demain se dire ah j'ai envie de faire ça, et jamais dans sa tête elle se dit ouais mais il me faut l'argent pour le faire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, genre aucune barrière. Ouais. Ah j'ai envie d'aller à tel endroit dans le monde. Et jamais la personne va dire ouais mais attends c'est un peu cher, je vais peut-être pas prendre l'avion. Non, une personne riche pour moi c'est quelqu'un qui se dit juste oh je vais aller à tel endroit, et hop peut-être la personne n'y pense même pas parce qu'il y a quelqu'un qui va le réserver pour elle. Tu vois, une personne riche c'est quelqu'un qui, si elle a pas envie de faire quelque chose, peut ne pas le faire parce qu'elle a les moyens de faire que quelqu'un d'autre le fasse à sa place. Donc Vous voulez devenir fou? Moi je paye la moitié de mon salaire en loyer, ça me rend dingue. Ouais. Je pense que moi c'est techniquement... Toi tu le mets où le niveau de richesse? Tu dis une personne est riche sous en quel fait, moi j'aime pas je vais pas te mentir, j'aime pas le mot riche, hein. J'aime pas ce concept. Hein. Ouais. Pour moi, en fait, tout est relatif. Donc ça veut dire que parce que en fait, c'est le fameux truc de un pauvre aujourd'hui vit mieux qu'un roi au féodalisme, qui est techniquement, genre par certains aspects, le niveau de vie. Oui, bien sûr, il y a des accès à certains conforts, à certaines choses. Où littéralement, même les personnes qui sont au SMIC aujourd'hui en France, genre si elles ont un smartphone, bah ouais, c'est un truc, les rois n'avaient pas accès à ce luxe, entre guillemets, ou à cet outil, ou à ou à des services, et des trucs, voilà. Mais pour moi, le truc de richesse est complètement relatif à la société dans laquelle tu vis. C'est une question qui est valorisée socialement, c'est une question de rapport social, c'est une question de comparaison énormément. Donc pour moi, c'est un truc...
tu vois, les gens qui disent ah oui, mais moi je suis riche, etc., c'est forcément parce qu'il y a des gens qu'ils considèrent être des pauvres par rapport à eux, qu'ils se voient comme riches, qu'ils se définissent comme riches. Je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire, mais Si. j'aime pas ce. J'ai juste l'impression que riche-pauvre, c'est des trucs qui sont relatifs à toute société. Et c'est beaucoup moins précis et clair dans ma tête le concept de riche que le concept de rentier ou tu vois, de capitaliste qui a un revenu passif, comme tu dis, en exploitant des gens. Donc moi, je sais pas. Après, bon, je suis pas en train de nier qu'évidemment, il y a des niveaux de vie complètement différents au sein des gens qui sont pas littéralement de la bourgeoisie. D'accord, évidemment, si tu es à ce niveau-là, de à peu près 4 000 € de salaire, oui, tu vas avoir une vie beaucoup, beaucoup, beaucoup plus confortable qu'une personne au SMIC. Aussi, il y a le truc de... En fait, ce qui est vraiment aussi à prendre en compte, c'est le revenu disponible après que tu aies payé tes besoins vitaux. Ouais. Et c'est là que tu vois l'immense écart, en effet, Ouais, entre les gens qui sont... Parce que tu payes juste... Tu as des trucs, évidemment, des dépenses complètement contraintes. Le loyer, la nourriture, l'électricité, le téléphone portable... je sais pas, ton télé, je sais pas trop les abonnements que vous avez, etc. Ça, c'est le truc. Mais ce qui compte, c'est vraiment le revenu après ça. Et donc, si jamais ça, tes trucs obligatoires, c'est disons environ, je sais pas moi, 1 000 € par mois, entre la personne qui gagne 1 200 et du coup, elle a 200 € en plus de trucs vraiment fondamentaux, vitaux pour ne pas mourir, et la personne qui gagne 4 000 €, là, c'est 3 000 €. Donc, tu passes de 200 € disponibles à 3 000 € tous les mois disponibles que tu peux épargner, que tu peux investir, que tu peux... Donc ouais, bien sûr, la différence est massive, quoi. Après, riche, c'est un débat interminable où chacun va mettre la limite arbitrairement. Et même si ces gens qui se revendiquent de la sociologie, apparemment, observatoire des inégalités, bref, eux, ils fixent arbitrairement ça à ce niveau-là. Après, j'ai l'impression qu'ils le font pour essayer d'avoir juste un élément pour dire, enfin, pour que les gens puissent dire, si, regarde, c'est pour les gens qui disent, non, mais moi, je suis pas riche, je galère quand même dans ma vie, etc. Pour que les gens puissent dire, bah, regarde, en fait, selon ces stats, si, quand même, tu gagnes plus que 3 800. Arrête de me dire que tu souffres et que tu es dans la galère. Mais comment ça se fait qu'ils prennent pas en compte le revenu disponible? Alors que Non, ça, c'est un problème. Ça, c'est une critique je trouve valide ça pour trop leur, bizarre. Je trouve ça trop bizarre. Honnêtement, genre, c'est censé être des pros, genre, c'est censé être leur taf et tout. Et ils prennent juste le revenu net que tu gagnes sans prendre en compte ce que aller tu voir vas dans le dépenser. détail si ça se trouve. Encore une fois, si ça se trouve, c'est un truc de médias mainstream qui simplifie ce qu'ils ont dit. Peut-être. Mais je sais que pour le revenu pour la pauvreté, par exemple, ils prennent en compte le revenu tel quel, hein. Moi, j'ai jamais vu des chiffres donnés sur la pauvreté prennent en compte. Pas tort, hein. T'as pas tort pour le seuil de pauvreté, la même critique est valide dessus, hein. On prend pas le revenu disponible pour le seuil de pauvreté. Pourtant, si je prenais sur le seuil de pauvreté, tu prendrais le revenu disponible après avoir payé ton loyer. Après, la critique qu'on va faire, c'est oui, mais vu que c'est toi qui choisis ton loyer, tu pourrais choisir un énorme appart et du coup, soi-disant être pauvre, en fait, tu étais dans un appart de luxe. Bah, en fait, on peut prendre pour faire ce calcul, on n'est pas obligé de prendre littéralement la maison que la personne a choisie, elle. On peut prendre un logement de référence dans la ville où elle habite ou je sais pas quoi. On peut regarder si cette personne a les moyens de se loger ou pas. C'est-à-dire, est-ce que cette personne a déjà un appartement qu'elle pourrait utiliser pour se loger? Oui, dans ce cas-là, on soustrait pas le coût d'un appartement. Et si elle a pas d'appartement pour se loger, dans ce cas-là, on soustrait le coût normal, entre guillemets, d'un appartement là où vit cette personne. Parce qu'on a des estimations sur combien ça coûte pour une personne pour se loger. Voilà, donc à partir de là, du coup, t'aurais pas besoin de prendre dans ce cas particulier, par exemple, une personne qui toucherait 3 000 € par mois et qui paye un loyer de 3 700 €, tu vois. Oui, ça doit exister des gens qui dépensent n'importe comment leur argent, qui veulent avoir une voiture de location pour être dans le paraître et tout, tu vois, ça doit exister, tu vois. Mais je connais des gens comme ça. mais il faut que moi je connais aussi des gens qui se disent sous le seuil de pauvreté. Et en fait, ils ont juste eu un appartement de leur famille, de leurs parents, genre ici. Ah, l'inverse. Oui, ouais, regarde un peu. Et genre, ils ont 1 000 € de revenus. Même ils ont ils ont de l'argent de leurs parents tous les mois en plus, qui juste est donné.
et ils disent mais regarde, moi je suis sous le seuil de pauvreté parce que techniquement le seuil de pauvreté c'est ça, j'ai ça revenu. Je suis là genre ouais ok, arrête de te foutre de la gueule des gens. Ouais, t'aurais 800 € à payer normalement si tu voulais te loger quelque part tout seul. Donc bon. Ouais. Moi j'ai le somme de donner ce que je donne à mon propriétaire. Le somme de pauvreté. J'ai un gros somme en ce moment, je vais pas vous mentir. T'es au-dessus du somme de pauvreté. Je suis au-dessus du somme de pauvreté. Moi j'ai juste envie d'avoir un bain chez moi. Là en ce moment c'est mon délire en ce moment. Et ça te fait pas plaisir de savoir que tout l'argent que tu donnes au propriétaire de ton logement, si jamais la banque te faisait confiance, tu pourrais être en train d'acheter un logement depuis que tu as emménagé. Tu pourrais être en train de l'acheter en fait. Nique-toi, je te déteste. Ne rappelle pas des vérités qui font mal comme ça, s'il te plaît, merci. Bon. Non, moi je me réjouis en vrai. Le vrai truc qui me réjouit, c'est de savoir que c'est 700 € que je donne qui enrichissent ma proprio qui possède 10 logements. Je sais parce qu'elle me l'a dit. Ce qui me réjouit, c'est qu'on va récupérer cet argent, quoi. Parce que la gauche va gagner. Passons au segment questions-réponses, d'accord ? Avant que tu fasses des menaces à ça. Non, il n'y a pas de menace. Il n'y a pas de menace, non. Vous pouvez faire des dons pour soutenir ce podcast, ainsi que poser des questions si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé, hein. Si vous voulez juste soutenir le podcast, vous pouvez juste faire un petit don. Mais vous pouvez aussi poser une question, on vous donne cette possibilité. Et nous, derrière, on doit y répondre. C'est-à-dire, vous nous mettez devant des sujets on est obligé de face ces sujets. La première question qui nous est posée. Salut. En quoi le fait d'injecter de l'argent via un revenu universel contribuerait plus à l'inflation que la garantie des besoins vitaux ? N'est-ce pas juste un progrès social subjacent à votre idéal ? En quoi est-ce néfaste ? GG pour le jeu BPT. Alors merci déjà pour la question. Et merci de reconnaître la validité de BPT. Pour le jeu, ça fait plaisir. Je vais essayer d'afficher la question. Ah bah non, je vais valider son identité de développeur. Ok, la question sera pas affichée là parce qu'on est dans un setup un peu compliqué. Non, les gens, c'est compliqué là. Setup plan D. Alors, c'est une bonne question. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois on est contre le revenu universel ? On dit ouais non, c'est pas une vraie solution. Il faut en fait garantir les besoins vitaux. Et souvent les gens nous disent mais attends, on peut faire votre système et garantir les besoins vitaux, l'un n'empêche pas l'autre. Et honnêtement, plus je réfléchis à tout ça, plus je me dis oui c'est vrai, dans un système où on a garanti les besoins vitaux, on pourrait donner aussi un peu d'argent à tout le monde pour que les gens kiffent la vie, genre allez hop, un peu d'argent comme ça à tout le monde. Mais il faut faire très attention, je pense pas que l'inverse soit possible. Je pense pas que dans un monde où on a d'abord juste donné de l'argent à tout le monde sous la forme d'un revenu universel, ça ce soit un monde valide et qu'ensuite on peut commencer à donner les besoins vitaux. Je pense qu'un monde dans lequel tu donnes un revenu universel à tout le monde est voué à l'échec, est voué à donner des armes à la droite et à l'extrême droite pour faire croire aux gens que ça y est, on a gagné sur un point de vue social et qu'on n'a plus le droit de revendiquer des droits. Parce que vous avez tous un revenu, donc vous avez tous de quoi payer tous vos besoins. Donc je pense que ce serait un grand danger de commencer par un revenu universel, puis d'essayer d'obtenir les besoins vitaux. Imaginez aujourd'hui que tout le monde ait un revenu universel qui est censé garantir qu'on puisse tous subsister. Parce que c'est ça le revenu universel, c'est soi-disant tu peux vivre grâce à ce revenu. Bon, moi je pense déjà il y a un énorme problème, c'est que 2 mois plus tard, t'es obligé de réévaluer ce revenu parce que tu pourras. Donc ça va être une lutte, constamment une lutte pour le montant de ce revenu universel, parce qu'on saura jamais est-ce que ça permet aux gens de vivre ou pas. Je rappelle peut-être ce que c'est fixer les prix, donc ils vont l'augmenter quand il y aura le revenu, spirale inflationniste, Je rappelle le concept de revenu universel pour les gens qui savent pas forcément. Le concept qui est proposé par le viewer de revenu universel, c'est le fait de donner à toutes les personnes citoyennes sur le territoire, ou citoyennes, je sais pas trop, un revenu qui permet de vivre. Donc aujourd'hui, je sais pas. Donc là, genre. La valeur, on sait pas trop, ça serait peut-être le SMIC,
Ce serait peut-être le seuil de pauvreté, je sais pas trop ce que ce serait exactement. Donc, les gens qui proposent ça disent que grâce à ça, on n'aurait plus besoin de travailler. Forcément, du coup, ça permettrait de remettre en question l'échelle la coercition avec le travailleur, etc., etc. Moi, je pense que au moment même où tu vas proposer cette chose-là, bah en fait, n'importe qui a un business dans ce pays va pouvoir augmenter ses prix, puisqu'il y a beaucoup plus d'argent en circulation, va pouvoir pour pouvoir augmenter les salaires de ses employés, parce que ces employés pourront peut-être décider de partir. Je rappelle que les employés auront le choix de toucher un revenu universel sans avoir à travailler. Donc il va falloir qu'ils les payent plus pour pouvoir les intéresser. Dans ce cas-là, pour moi, ça pousse à une spirale inflationniste, puisque si tu veux garantir le fait que ton salaire puisse si c'est pas un salaire fixe, genre 1000 euros, parce que si c'est un revenu universel fixe, c'est-à-dire, hop, on met ces 1000 euros pour tout le monde, et ça va pas bouger, oui, la spirale inflationnelle n'est pas infinie. À un moment, ça va s'arrêter. Sauf que tes 1000 euros, à ce moment-là où ça s'est arrêté, ne permettent plus de vivre. Puisque maintenant, les prix sont devenus tellement élevés que tu peux plus t'acheter avec tes 1000 euros de quoi te nourrir, de quoi te loger, bref, ça marche pas. Donc, tu vas être obligé de faire suivre ce revenu universel à tout le monde pour que ça corresponde à une valeur qui te permette de vivre. Et donc, les prix vont augmenter. Vu que les prix ont augmenté, on va augmenter le revenu. Vu que les revenus augmentent, on augmente les prix. Ça va en boucle. Donc c'est une boucle inflationnelle. Moi, je pense qu'il y aura un énorme problème là-dedans, c'est qu'on va devoir se battre au jour le jour dans une lutte acharnée pour réévaluer le montant de ce revenu universel. Et la droite va pas arrêter de dire non mais c'est bon, vous l'avez eu votre revenu universel. Vous êtes pas content, vous voulez encore augmenter. Oh là là. Tu vois, ça va être ça notre vie en permanence. On va être non mais non, on n'a pas de quoi manger. Quoi? Mais on l'a déjà augmenté la semaine dernière le revenu. Vous voulez pas travailler un petit peu, tu vois? Et en 2 mois, ça redevient le RSA. Sauf que maintenant, tu vis dans un monde où t'as juste le RSA. Voilà, les gens touchent le RSA et on a le truc la droite a l'option de dire non mais c'est bon, vous avez obtenu un revenu universel pour tout le monde. Vous allez pas en plus demander la garantie des besoins vitaux. Non, faut clairement d'abord faire la garantie des besoins vitaux et après, pourquoi pas discuter de je sais pas quoi, mais bon, ouais. Alors du coup, ça c'est intéressant, c'est pourquoi est-ce que la garantie des besoins vitaux contribuerait pas aussi à l'inflation? Parce que c'est ça qui est un peu dans la question qui est posée. Ouais. En fait, la garantie des besoins vitaux, c'est que l'État s'assure que les besoins vitaux soient garantis sous la forme d'action directe, c'est-à-dire que directement dans le marché, on va créer une bulle qui sera nationalisée, qui sera gérée par l'État, qui sera pas des entreprises, qui sera pas donc toute une partie de l'économie démarchandisée en fait, dans lequel tu vas pouvoir juste arriver et demander tes besoins vitaux et on te les donne. Donc on a actuellement quelque chose de similaire pour la santé et l'éducation. Pour l'éducation, tu arrives devant l'école, tu dis voici Thomas, il a 3 ans, démerdez-vous avec lui. Et pendant 8 heures, Thomas va maintenant là j'ai dit 3 ans, donc il va dessiner un loup en marron, tu vois, bon. Mais après on va lui apprendre un petit peu son loup, s'il te plaît, il est magnifique. Alors il va être attaché sur le frigo, on va le mettre sur le frigo 2-3 semaines, après on verra. Le petit Thomas? Non, le dessin du loup. L'attacher, c'est fou ça. Non, mais du coup, l'éducation de cette personne est complètement garantie sans jamais que tu sortes ton portefeuille. Ça nous semblerait complètement fou de dire ah voici l'argent pour l'éducation dans l'école publique. Non, on a la même chose pour la santé. Vous arrivez, c'est un peu plus compliqué la santé parce que on est en train de se faire complètement arnaquer. Je suis désolé, il n'y a pas assez de gens qui sont allés voter pour des progressistes. Trop de gens ont voté pour des réactionnaires dernièrement. Du coup, on est en train doucement de se faire enlever nos droits vis-à-vis de la santé. On a eu récemment le fait qu'on devait payer 20 € à l'entrée dans les urgences, alors qu'avant c'était gratuit d'aller aux urgences. On a eu récemment 1 € par boîte de médicaments retirés, même si vous avez une
une ordonnance, ce qui est horrible parce que vous avez besoin de ce médicament. Maintenant, vous êtes obligé de payer 1 euro. Vous êtes obligé de payer 1 euro par soin. Vous allez chez le médecin, il vous demande 1 euro quand même. Il y a aussi le fait qu'on utilise des mutuelles et des assurances alors qu'avant c'était la sécurité sociale qui couvrait tout. Donc au fur et à mesure, c'est un peu le truc de on est les petites grenouilles qu'on a mis dans l'eau et l'eau elle chauffe petit à petit, du coup on est en train de brûler, on s'en rend pas compte. Alors que si on nous avait dit du jour au lendemain, ça y est, la santé est plus remboursée, on serait tout de suite sorti de la casserole, tu vois. Donc faites attention les gens, vous laissez pas complètement avoir par des gens qui vous parlent de, oh ils sont tous pourris, moi je vais pas voter, tout ça. En fait c'est littéralement vous, vos enfants, vos proches, vos parents qui sont en danger de vie ou de mort sur le long terme si on n'a plus de la sécurité sociale. Parce que votre boîte de médicaments 1 euro c'est pas trop gênant, mais vu la courbe qu'on est en train de suivre, à terme il y a un membre de votre famille qui a le cancer, vous êtes tous sur la paille. Hein, c'est ça. Je rappelle juste parce que les élections européennes sont dans 100 jours. Vraiment pas longtemps là, 100 jours maintenant. Chaque vote de gagné supplémentaire pour le camp progressiste, des gens qui veulent continuer de sécuriser ses droits à la santé, ses droits à l'éducation, etc., etc. Chaque vote gagné dans les élections européennes, évidemment, ça fait des gens en plus dans le Parlement européen, et ça c'est déjà une très très bonne chose. C'est des gens qui vont prendre des décisions, qui vont influer à l'échelle européenne. Le Parlement a des pouvoirs limités, mais on a quand même certains. Mais surtout, ça va déterminer la narrative en sortie des élections européennes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de 2019, les dernières élections européennes, les médias mainstream se sont servis des résultats pour faire de la propagande, pour dire par exemple « Ah, mais la gauche LFI, ils ont fait un score plus faible et ELV plus élevé, et donc pourquoi est-ce que la gauche qui veut réellement faire le programme de la NUPES, pourquoi est-ce que eux, on les considérait comme légitimes, vu qu'ils n'ont pas fait un score élevé, etc., etc. » Ils sont servis de ça pendant littéralement les 3 prochaines années avant 2022 pour en fait établir un narratif dans les médias qui est très 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 important. Et aussi toutes les personnes que vous convainquez politiquement sur le fond pendant la campagne des européennes auront beaucoup plus de chances aussi dans l'élection présidentielle et législative de 2027 de se déplacer, d'aller voter pour ça, parce qu'en fait il y a eu des idées qui ont été partagées, vous avez convaincu, etc. Donc en fait il ne faut surtout pas négliger cette élection européenne, il faut y aller à fond, il faut faire campagne, il faut parler à vos proches, il faut que les gens se mobilisent, parce qu'il y a trop peu de gens qui vont voter aux européennes. Tout ça, un vote de gagné pour les européennes, c'est 10 votes de gagné pour les présidentielles d'après. Je pense que c'est ça l'idée fondamentalement, quoi. Bon, revenons sur le cas de la santé. Bon, dans un idéal, d'il y a quelques années, vous allez à l'hôpital, vous avez un bras cassé, par exemple, vous ressortez, on vous a jamais parlé d'argent. On vous a juste soigné, en fait. Et donc ça, c'est 2 besoins vitaux qui sont l'éducation et la santé, qui sont garantis actuellement par l'État. Qu'est-ce que ça voudrait dire de garantir des autres besoins vitaux ? Il y aurait comme autre garantie des besoins vitaux, il y aurait par exemple l'alimentation. L'alimentation, c'est un besoin vital. Que vous le vouliez ou non, si vous mangez pas, à terme, vous mourrez. Donc, moi, je serais pour que on ne donne pas juste de l'argent à des gens, parce que c'est ça la différence fondamentale. On va pas juste donner de l'argent à des gens, on va s'assurer que la France puisse produire assez de nourriture pour nourrir tout le monde, et on va utiliser cette nourriture et on la donne directement à disposition des gens qui ont besoin de manger, via des cantines publiques gratuites dans toutes les communes de France. C'est-à-dire que tu as dans ta commune un moyen, juste à pied, d'arriver et d'obtenir de la nourriture sans avoir à présenter d'argent. Ce sera pas la nourriture du siècle, Tu vas pas avoir un chef cuistot qui va de renommée, tu vois. Mais tu auras des choses nutritives qui te permettront d'être en bonne santé, qui te permettront de pouvoir faire ce que tu veux dans ta journée, tu vois. Et de pas juste galérer, parce que les gens qui tombent dans notre système qu'on a actuellement, qui tombent à un niveau où ils ont besoin de quémander pour pouvoir manger, ils se retrouvent à manger de la nourriture des fois pourrie, des fois de la nourriture, ils sont obligés de prendre des choses très caloriques mais très peu nourrissantes, et ils se retrouvent à avoir des problèmes de santé et des fois à mourir de la rue. La rue tue. Bref, c'est aussi une autre des garanties vitales qu'il faudrait, c'est une garantie des logements. C'est-à-dire que à terme, toute personne possède le logement qu'il occupe, mais pour les gens qui n'ont même pas les moyens d'accéder à un logement privé, de proposer des dortoirs publics gratuits.
que dans n'importe quelle commune de France, tu ne sais pas où dormir, tu as un endroit où tu peux quand même aller te loger sans pour autant avoir froid, être en danger et ne pas pouvoir dormir, parce que qu'est-ce que ça mène à quoi à terme? Ça mène à de l'insécurité pour la personne elle-même et pour les autres. Parce que à un moment, quand t'as plus aucun autre moyen, voilà. Ouais. Voilà. Et là-dessus, alors c'est pas les seuls besoins vitaux que je revendique, moi. Je pense qu'il y a aussi les transports en commun gratuits. Je pense qu'il y a plein d'autres trucs comme ça. Mais ces besoins vitaux-là, la manière dont je vous montre tout ça, c'est que on garantit un traitement vertical de tout ça par l'État. Donc on démarchandise ces choses-là. On ne propose pas au marché de répondre à ça en juste donnant de l'argent à des gens et en attendant que le marché s'en charge. On prend les choses en main et l'État fait techniquement ce dont on a besoin. Du coup, on n'a pas peur qu'il y ait une pénurie puisqu'on a littéralement créé des parcelles agricoles pour répondre à nos besoins alimentaires. On a créé des transports avec des transports en commun qui permettent de mettre en commun les efforts, parce qu'il y a ça aussi, hein. C'est que si tu donnes juste de l'argent à quelqu'un et que tu lui dis vas-y nourris-toi avec cet argent, qu'est-ce que va faire la personne? Elle va aller acheter quelque chose qui a été empaqueté dans une seule boîte juste pour lui, qui a été distribuée, qui a été mis sur l'étal d'un magasin. Elle va la prendre, la ramener chez elle, l'ouvrir, cuisiner juste pour elle, et on a perdu du temps, on a perdu des moyens, alors que à l'échelle de tout un pays, on pourrait juste faire une commande, tout arrive dans une cuisine industrielle, boum, on fait la nourriture pour tout le monde, et on gagne plein en termes de valeur. On peut du coup économie d'échelle, les gens. On peut du coup se concentrer pour mettre cette valeur-là dans la nourriture et avoir de la nourriture locale, bio, sans pesticides, et que les personnes soient plus intoxiquées. Et en plus, tu peux faire en sorte que tu dis, si jamais vous voulez manger de la nourriture gratuite, bah ce sera de la bonne nourriture. C'est-à-dire que la junk food, il faut payer maintenant pour l'avoir. Tandis que la nourriture qui est gratuite, qui rivalise directement au niveau du prix, elle, on s'assure que nutritivement, elle soit bonne pour ta santé. Ce qui fait des économies énormes pour la santé. Parce qu'aujourd'hui, une des premières dépenses de santé, c'est le diabète. En France. En vrai, réduire les problèmes de santé, c'est tellement un cercle vertueux. C'est ça qui est fou. C'est genre, tu fais des investissements là-dedans, sur la prévention, sur mettre en place les conditions pour que les gens soient en meilleure santé. Et t'as genre un tas d'effets positifs qui en découlent dans plein d'endroits. Enfin bon, c'est une priorité absolue pour une société. Ok. Et du coup, tout ça... Garantir les besoins vitaux. Tout ça vis-à-vis de l'inflation, parce qu'on parlait de ça tout à l'heure, est-ce que ça va générer de l'inflation? Alors on regarde ce qui se passe. Les gens vont du coup avoir un choix sur le marché de ne pas manger dans un restaurant payant, de pas acheter de la nourriture payante, mais un choix d'acheter quelque chose... En fait, pas d'acheter, juste d'aller manger dans une cantine publique gratuite. Ah, en fait, il y a une alternative au fait de survivre en mangeant qui est gratuite. Est-ce que ça a plus de chances de faire de l'inflation ou de faire baisser les prix vu qu'il y a une option alternative gratuite? Ouais, j'essaie d'imaginer parce que dans le passé, on a démarchandisé les hôpitaux, disons. Est-ce que du coup, en fait, le truc, c'est qu'en fait, du coup, il faut que tu crées le revenu pour le payer. Donc, en fait, tu augmentes les impôts quand tu fais ça. Ouais, ok. T'augmentes les impôts, mais les dépenses que tu imagines. Mais les dépenses par personne diminuent. Les gens ont plus de valeur. Chaque personne a plus de valeur, eux, puisque du coup, ils n'ont plus besoin de payer pour une partie de leur nourriture. Mais vu qu'il y a la concurrence, tu viens de créer de la concurrence sur le marché, on est d'accord? Ouais, t'as créé une option qui est là solidement ancrée à un prix. Donc les personnes vont pas utiliser cet argent pour aller s'acheter des choses plus chères, non? Ils vont justement. Enfin si, mais du coup, sur d'autres segments du marché. Je suis pas sûr que ça fasse augmenter les prix, hein. Ça risque de faire diminuer les prix. Il va falloir que les restos proposent vraiment des trucs délicieux. Ou alors que le goût de ta cantine publique gratuite soit... Tu sais quoi? Ça risque de faire augmenter les prix de tout ce qui n'est pas des besoins vitaux. Et c'est une bonne chose. Parce que du coup, on est en train de flécher la production vers des choses vitales et utiles, et non pas vers et les gens qui veulent s'acheter des choses non vitales, ça se coûtera plus cher parce que c'est un coût pour la société. Moi, je dis c'est pas mal. Moi, je dis c'est bien. Moi, honnêtement, je pense que ça va augmenter le pouvoir d'achat. Tu sais pourquoi? Parce que, en fait,
il y a le profit, d'accord? Tu vas au resto, tu payes ta nourriture au supermarché, etc. Il y a forcément une part qui est reversée aux actionnaires, aux propriétaires lucratifs. Donc, Alors que là, cette part si tu disparaît. regardes vraiment toute chose égale par ailleurs, passer par un service public financé par des impôts, c'est en termes d'efficacité sur ce facteur-là, même si tu gères, tu vois, à toutes les étapes de la production, tu as la même efficacité entre guillemets par euro dépensé. Toute chose égale par ailleurs, comme t'as pas le profit, ça va être moins cher. Non, moi, ça me semble logique. Après, s'il y a des gens qui ont des points à soulever ou des contre-arguments, je suis chaud de les entendre. Ok, bon, bah, j'espère que ça a répondu à votre question. Ouais, je pense que c'est une bonne réponse. À Moi, terme, j'ai une du petite coup, question de plus. une fois qu'on aura tous les besoins vitaux garantis, pourquoi pas essayer de mettre en place un revenu universel, hein, ça peut être marrant. Mais venez, on fait ça d'abord, parce que si les gens essayent de... Juste un dernier point là-dessus, si on met en place un revenu universel et les gens veulent utiliser leur revenu universel pour garantir leurs besoins vitaux, comme tu disais il y a 2 secondes, du coup tu vas utiliser de l'argent donné par le public pour acheter des produits dans le privé qui sont censés être des produits alimentaires pour te subsister et tout. Donc oui, tu vas littéralement donner une partie, genre systémiquement, une grosse partie de cet argent va finir dans la poche de milliardaires qui extirpent un peu la valeur juste du fait qu'ils possèdent les boîtes qui produisent les besoins vitaux, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Ouais, t'avais une autre question, toi? Pourquoi il n'y a plus d'autres questions posées par les viewers? Je pense qu'on est à la fin des questions-réponses. N'hésitez pas, les gens, hein, à poser des N'hésitez questions. pas, on peut rester là jusqu'à ce que... Bon, après, il est quand même 2h du mat. mais n'hésitez pas si vous avez une petite question. Moi, j'ai une question. Ok. Est-ce que tu aimes prendre des bains? Non. Moi, j'aime bien prendre des bains, mais la dernière fois que j'ai parlé de ça, vu la communauté de gens qui n'aiment pas le confort et qui sont des amiches, comme dirait Macron, les gens m'ont dit « Ah, mais ça consomme trop d'eau, machin, je sais pas quoi. » Donc moi, la question, c'est combien, dans le socialisme complètement automatisé, LGBT, de l'espace, j'ai le droit à combien de bains par an pour pas gâcher l'eau? Est-ce que c'est un bain et après tu te douches vite fait, quand même? Quoi? Pourquoi? Parce que ça compte en termes de dépenses d'eau? Non, genre juste je remplis ma baignoire, je prends un bain normal, quoi. Tu remplis ta baignoire, tu vas dedans, après tu sors et c'est tout? Bah ouais. Tu te laves quand? Je me lave pas, c'est juste pour chill dans l'eau, en fait. C'est juste pour... C'est un petit temps de méditation, c'est un petit temps de self-care. Alors moi Non, vas-y. Oui, bien sûr. Ok, oui, tu te douches après. Enfin, c'est pas le Bah si, parce cœur que tu du utilises débat. plus d'eau. Moi je te donne les bains, ok? Si on est... trade offer, ok? Tu obtiens bain. Vas-y. J'obtiens douche disponible pour tous. Genre juste tout le monde a accès à des douches publiques. Il y a des termes publics, ça s'appelle des termes, non? Non, des douches publiques. Genre tu peux y aller, te doucher. Est-ce qu'elles sont collectives? Elles sont collectives, mais individualisées. Tu peux, enfin, aussi sécurisées que des douches que t'aurais dans des piscines, tu vois. Tu peux fermer, t'as des clés genre tu peux réserver un espace juste pour toi quand même pour pas qu'il y ait des problèmes dedans. Ok. Important. Ouais, ok. Bah oui, c'est important, oui. Ok. Attends, bah du coup, donc t'es en train de me dire, on fait service public de douche, machin, et en échange, j'ai un bain. Mais en fait, moi, c'est un win-win. Genre, les deux trucs sont possibles. Pourquoi tu me dis trade offer? Je sais pas, je m'en fous de ton bain. Moi, je veux juste parler de mon truc. Ok. Du coup, j'ai le droit à combien? Oui, ok, j'accepte ton trade offer. Et j'ai le droit à combien, du coup, la question? Combien de bains? Ouais. Je peux prendre un bain tous les jours? Un bain tous les 3 jours, allez. Mais c'est énorme. Non, parce que tu prends pas de douche les autres jours. Une baignoire entière d'eau remplie tous les 3 jours. Mais je crois que c'est genre 10 minutes hein, de douche égale un bain. Ah, donc en fait, les bains, ça consomme pas tant d'eau? Il faut se renseigner, mais la dernière fois que j'avais vu, j'avais dit ok, en fait, il faut aller beaucoup plus vite dans la douche, en fait. Mais c'est gaslight par le chat. Je me fais tout le temps gaslight par le chat. Vous êtes les pires personnes à chaque fois. On recherchera. Tu veux cacher ton zizi, Mulch, c'est bon, tu viens d'assumer.
Lis pas le chat, ça y est, t'es cassé complètement. On recherchera toutes ces infos et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine vu qu'il n'y a pas d'autres questions. D'accord. N'hésitez pas à acheter le jeu pour soutenir le développement. Moi, je continue de travailler sur ce jeu-là, mais il faut savoir que à terme, j'aimerais pouvoir en vivre, en fait, de ça, de faire des jeux utiles et tout. Je vous laisse le lien. Pour sauver ce pauvre développeur indépendant qui galère. Et parlez-en autour de vous. 1 jeu acheté égale 1 développeur indépendant sauvé. Arrête, t'es catastrophique. Bon, allez, salut les gens, ciao. Non, t'arrives pas là-dessus, c'était une blague. Bah, c'est toi qui est catastrophique là. Non, premier degré les gens, le jeu est vraiment bien. Pardon, là je suis fatigué, je suis en PLS, je suis en train de décéder. Vous pouvez techniquement l'offrir à quelqu'un. Hein. Quand vous êtes sur itch.io avec le lien que je vous ai donné, vous pouvez techniquement l'offrir. Ouais, il y a une case Give this game as a gift et la personne aura les moyens de. Attendez. En vrai, c'était premier degré, stylé. Moi, je vais peut-être l'offrir à des gens autour de moi. Attendez, il y a un problème. Il y avait marqué 10 €. Non, c'est 5 €. Alors, Vas-y, attends, mets à jour ton truc. Non, il était à 5 €, mais par défaut, ça suggérait 10, tu sais. Ah ouais. Ah, t'as essayé. Ah, ok, je vois ce que t'as fait. Ok, attends. Ok. Non, c'est bon. Quand vous cliquez, ça marche. Bref, les gens, n'oubliez pas de regarder le film pour la semaine prochaine. Faites pas comme j'ai fait pour cette semaine. Vous pouvez cocher. La personne, après, obtient un mail et peut activer le jeu. Voilà. N'hésitez pas, vous pouvez l'offrir. Là, il est en bêta. Toutes les personnes qui achètent la bêta auront accès à la version finale. Voilà. Et on va pas faire la blague de vous devez racheter le jeu en version finale. C'est pas Ubisoft ici, c'est des gens basés. Bah écoutez les gens, à la prochaine. Rendez-nous la semaine prochaine. Bye.